Alors, faut-il lancer les jets de dés, faut-il faire ces jets de dés devant ses joueurs ou à l'abri de leur regard scrutateur? Bon, ça c'est un thème récurrent dans la sphère du jeu de rôle, quel que soit le jeu que vous pratiquez. À un moment donné, en tant que maître de jeu, vous allez vous poser cette question. Est-ce que je dois faire mes jets devant mes joueurs, et donc ils vont voir les résultats, ou est-ce que je dois les garder derrière mon écran, de façon à ce que je garde le résultat secret pour moi, dans un but ou dans un autre. Alors je vous propose d'en discuter, d'y réfléchir maintenant. Alors évidemment, je ne prétends pas avoir la vérité ni la science infuse, mais ce que je veux partager avec vous, c'est mon expérience, puisque je suis rôliste depuis 35 ans. J'ai eu le temps de faire un petit peu le tour de la question, et ma foi, je vais partager ça avec vous, et cela peut peut-être vous permettre de nourrir votre réflexion à vous. Bon, allez, c'est parti. Est-ce qu'il faut les lancer devant les joueurs ou pas? C'est des... Alors, on va voir ça tout de suite. Alors déjà, avant de commencer, évidemment c'est un sujet qui est traité par énormément de gens. On peut trouver énormément de discussions sur les forums au sujet de cette thématique importante. Alors moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que dans la boîte à outils du meneur de jeu parue aux éditions Lapin Marteau, évidemment ce thème est également traité. Voilà, vous allez trouver ça en page donc 395, choisir ou jeter les dés, qui est un article donc assez complet qui explique un peu les pour et les contre, que j'ai trouvé vraiment très très bien fait, puisque je rejoins le côté plutôt neutre qui est la marque de fabrique de cette série de livres aux éditions Lapin Marteau. C'est-à-dire que les auteurs ne prennent pas position, ils vous expliquent les pour, les contre, et ensuite c'est à vous de faire votre choix, et c'est à vous de tester. Alors moi je suis un petit peu dans cette optique. Ce qui se passe, c'est avec cette question-là, c'est qu'en réalité, c'est une question qui en amène beaucoup d'autres, notamment le sujet de la triche. Est-ce que le maître de jeu, lorsqu'il arrange le résultat d'un jet de dés derrière son écran, est-ce qu'il triche ? Est-ce que dans votre jeu, la mort est un élément qui peut survenir? Est-ce que vous considérez que les personnages de vos joueurs peuvent à un moment donné mourir? Alors dans ma réflexion, je me suis rendu compte que ces deux thèmes, la mort des personnages et le maître de jeu triche-t-il, en fait arrivent dans cette fameuse question de est-ce que le maître de jeu doit faire les jets de dés devant ses joueurs? Pourquoi? Eh bien, en réalité, ce que en tant que maître de jeu on craint en faisant les jets devant ses joueurs, c'est d'être contraint au résultat. Si effectivement pendant un combat je fais un coup critique et que ma foi les dégâts qui en résultent signifient la mort du personnage, eh bien je ne peux pas modifier cette issue, parce que le jet de dés a été fait devant les joueurs, ils l'ont vu. Donc il m'est absolument impossible de jouer autre chose que ce que les dés ont déterminé. Donc du coup, pour beaucoup de maîtres de jeu, ça pose une difficulté, parce qu'on a le sentiment que le jeu ne doit pas dépendre d'un jet de dés, qu'on a une histoire à raconter, et qu'un scénario qui se termine avec la mort d'un personnage sur un jet de dés, c'est un scénario en partie raté. Et je ne parle même pas des campagnes, puisque lorsqu'on joue en campagne, les mêmes personnages sont censés vivre plusieurs scénarios, plusieurs histoires avant d'arriver au dénouement final. Alors, c'est une véritable question. Ma réponse, c'est que en réalité, j'utilise les deux façons de faire, mais dans des situations différentes. Parce qu'en réalité, c'est un véritable choix qui a des conséquences sur votre narration, sur l'ambiance que vous allez instaurer à la table, et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Je m'explique. Lorsqu'il s'agit de sauvegarder le suspense d'une action, par exemple, les personnages sont en train de fouiller une pièce, est-ce qu'ils vont trouver l'indice? Est-ce qu'ils vont découvrir le piège qui est caché? Eh bien, à ce moment-là, j'ai tout intérêt à conserver une certaine dose de suspense, et dans ce cas, je vais faire les jets de dés derrière mon écran. La plupart du temps, je demande le score de perception, par exemple, du personnage, et je fais le jet à sa place. Ou alors, mieux, je demande au joueur de passer le bras par-dessus mon écran, et de lâcher les dés, et à ce moment-là, j'interprète. Bon, mais parce que du coup, les joueurs sont toujours dans l'expectative. Ils savent pas s'ils ont fait un gros score, un petit score, donc ils ne peuvent pas déduire de ce que je vais leur décrire. Si je dis aux joueurs,
Eh bien, après avoir fouillé la pièce, malheureusement, tu ne découvres absolument rien de particulier. Est-ce que ça veut dire que il a raté son jet de perception, ou est-ce que ça veut juste dire qu'il n'y avait rien à trouver? Eh bien, les joueurs ne le sauront pas, et ça préserve donc une certaine aura de mystère et de doute qui est bienvenue. En revanche, lorsqu'on se retrouve dans des situations de combat, eh bien là par contre, j'aime à faire les jets d'attaque et de dégâts devant mes joueurs. Pourquoi? Parce que j'estime, mais c'est très personnel, j'estime que la mort doit faire partie intégrante du jeu. S'il n'y a pas de risque de mort, eh bien, je trouve que le jeu perd de sa saveur et on se retrouve plus dans une sorte de conte partagé que véritablement dans un jeu de rôle. Parce que dans jeu de rôle, il ne faut pas oublier cette dimension jeu, qui dit jeu dit règle. Donc, à ce moment-là, moi j'estime que le combat, ces scènes de combat sont les scènes où tout se joue, où effectivement les joueurs doivent frémir pour leur personnage parce qu'ils peuvent y rester. C'est ce qui fait que ils sont extrêmement attentifs, qu'ils font très attention avant d'engager un combat. C'est parce qu'ils savent que lorsque, en tant que maître de jeu, je demande l'initiative, à partir de là, je ne suis pas leur ennemi, mais je vais interpréter mes PNJ, je vais interpréter mes monstres en fonction des objectifs du scénario, en fonction de ce que savent les monstres, de leur intelligence, etc. Et que à partir de là, oui, ils peuvent y rester. Le jeu, là, peut s'arrêter pour eux. Ça, c'est une première donnée. Prenez des jeux de rôle comme l'Appel de Cthulhu, par exemple. L'Appel de Cthulhu, la vie des personnages n'est rien, en quelque sorte. Ils sont confrontés à des entités qui les dépassent de loin, et pourtant, eh bien, on s'amuse à l'Appel de Cthulhu, justement parce qu'il y a cette crainte, justement parce qu'on sait que notre personnage n'est pas omnipotent, qu'il n'est pas omniscient, au contraire, il est fragile, il est terriblement humain, et que un coup de poignard, un coup de croc, eh bien, peut le laisser sur le carreau et signifier la fin de l'aventure. Et c'est ça qui nous fait frémir en tant que joueurs dans des jeux de rôle comme l'Appel de Cthulhu. Eh bien, j'essaye de reproduire ça dans mes parties de Donjons et Dragons, par exemple, et cela fonctionne. Il s'agit juste d'en avoir parlé avec ses joueurs lors, par exemple, d'une session 0 où on pose les choses, où on explique un petit peu l'objectif des choses et pourquoi on fait les choses. Donc voilà, je fais les jets en secret effectivement pour tout ce qui relève du suspense et des sens des personnages. Lorsqu'un joueur me dit oui, est-ce que ce personnage, est-ce que j'ai le sentiment qu'il m'a menti, qu'il m'a raconté des cracks? Eh bien, ma foi, je vais faire le jet, mais en secret, parce qu'il serait dommage que sur un 20 net, par exemple, eh bien, qu'il se rende compte qu'il a fait 20 et que donc il va avoir une certitude, le joueur va avoir une certitude. En revanche, voilà, pour les combats, je fais les jets d'attaque et les jets de dégâts devant mes joueurs. Alors, ça nous amène à la question de la mort des personnages. Ça, c'est quelque chose que vous devez avoir réfléchi également avant le début de votre premier scénario. Est-ce que dans votre jeu, les personnages peuvent mourir? Parce que si vous faites tous vos jets cachés, eh bien, vous aurez beaucoup de mal à être crédible sur ce sujet-là. Les joueurs sentiront les moments où vous allez modifier l'issue d'un jet de dés, les moments où vous allez essayer de les arranger, soit par un Deus ex machina, soit par une circonstance un petit peu abracadabrante qui va apparaître, que vous allez faire intervenir parce que les dés sont contre eux. Ils vont le sentir. Donc, cette question-là amène par rebond la question de la triche. Alors, ça aussi, c'est un sujet récurrent dans le jeu de rôle. Est-ce que le maître de jeu triche lorsqu'il change le résultat? Alors, moi j'ai gardé un vieux réflexe scolaire, un terme dont j'ai le doute, eh bien je vais consulter le dictionnaire. Bon, là je suis allé voir le Larousse. Alors, qu'est-ce que c'est que la définition de tricher? Tricher au jeu, ça signifie enfreindre les règles pour gagner. Voilà, donc une fois qu'on a la définition du verbe tricher, on se rend bien compte qu'il ne peut pas s'appliquer à un maître de jeu. En quoi un maître de jeu veut-il gagner? Ça n'a absolument aucun sens. Et à chaque fois que j'entends quelqu'un dire « Ah non, et le maître de jeu triche en faisant les jets derrière son écran », bah ça me hérisse les poils sur la tête parce que non, un maître de jeu ne triche pas. Il y a un contrat social entre les joueurs et le maître de jeu qui consiste à dire, et je vous invite à le dire lors de votre session 0 ou en début de partie, je peux être amené à modifier des jets de dés, mais ce sera toujours dans l'intérêt collectif de l'histoire, du scénario, dans l'intérêt de notre plaisir de jeu à tous, et jamais dans un intérêt individuel, parce que ça n'a absolument aucun sens
confiance. Et si effectivement vous êtes le genre de maître de jeu qui va modifier les jets de dés parce qu'il ne veut pas que son PNJ ou son monstre soit vaincu trop facilement par les joueurs, ça va se sentir. Vous allez progressivement perdre la confiance des joueurs, et ensuite, eh bien, soit ils vont s'en accommoder, soit vous allez vous retrouver finalement à court de joueurs, le plaisir sera moins palpable, moins partagé à votre table, ce qui nous amène en fin de compte au consensus. Bon voilà, vous l'aurez compris, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique, tout est affaire de consensus. Discutez-en avec vos joueurs, expliquez-leur votre façon de faire lors de cette fameuse session 0, et ma foi, donnez-vous une chance au moins de tester le jet de dés devant les jets de dés devant vos joueurs. Vous risquez d'avoir une très très bonne surprise. Moi, pour ma part, depuis que j'ai adopté cette façon de faire, eh bien ma foi, je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. Maintenant, j'ai toujours sur moi, où que je me déplace, une petite piste à dés comme celle-ci, qui se trimballe facilement dans un sac, peut-être même dans une poche, que l'on clipse. Donc celle-ci, elle est au motif de notre cher et tendre et poulpesque Cthulhu, bien entendu. Donc voilà, en 4 petits clips, vous avez une piste à dés que je mets devant mon écran, devant les joueurs, et c'est là donc que je viens faire tous mes jets de dés. Donc ça, vous en trouvez. Alors vous avez notamment Franck de l'atelier Style de Geek, que vous connaissez peut-être, qui fabrique ça. C'est un gars adorable qui a besoin de soutien et qui fait un boulot formidable, qui peut vous imprimer en fait le motif que vous voulez sur votre piste à dés. Je mets ses coordonnées en fait en description de la vidéo. Alors je tiens à préciser que je ne suis payé par personne, que ce soit ni les lapins marteaux, ni Style de Geek. C'est véritablement mon avis que je vous donne, hein. Ensuite vous le suivez, vous le suivez pas, vous pouvez faire les jets de dés au milieu de la table. C'est juste que la plupart du temps, pour éviter que le dé soit cassé ou pas, voilà, une piste c'est vraiment très très sympa. Donc voilà, j'espère que mon avis sur le sujet vous aura été utile. Si vous vous posiez des questions, que ça va vous permettre d'alimenter votre réflexion. Testez ça, essayez de faire les jets devant vos joueurs, vous allez voir, c'est addictif. Après on a du mal à revenir en arrière. Et laissez-moi vos commentaires, dites-moi si vous trouvez ça sympa, si ça ne vous intéresse absolument pas. Voilà, n'hésitez pas à me le dire juste en commentaire. Alors juste avant de finir, une petite astuce qui est une sorte d'intermédiaire. Vous pouvez également, avant le début de la partie, demander à chacun de vos joueurs de faire une série de jets de dés, pourquoi pas une vingtaine de jets de dés chacun, que vous allez mettre en colonne, et ensuite pendant la partie, pour éviter de briser le rythme et de demander aux joueurs de faire un jet de dés, eh bien vous faites un petit jet de dés sur cette table qui correspond chacun des joueurs. Vous faites un petit jet de dés pour voir quel score vous allez utiliser. De cette façon, eh bien vous n'avez pas brisé le rythme, et c'est toujours un jet de dés des joueurs que vous allez utiliser et non pas votre jet de dés à vous. Voilà, vous pouvez essayer ça aussi. Je m'en sers de temps en temps. Parfois ça peut être pour l'initiative, ça peut être pour des tests de perception, des tests d'interaction sociale. Vous verrez, ça marche très très bien. Voilà, donc en attendant, pour finir, je dirais que Gary Gygax, créateur de Donjons et Dragons, avait raison en disant que les dés finalement ne servent qu'à faire du bruit derrière l'écran. Il ne tient qu'à vous que ça ne soit que ça, ou il ne tient qu'à vous de faire les dés, de faire des dés en fait vos alliés. Vous verrez, ça vous entraînera à l'improvisation et ça vous amènera vers une pratique du jeu de rôle que vous ne soupçonniez pas jusqu'ici. Allez, je vous dis à bientôt, jouez bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis rôlistes. Ciao.